Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller à la rencontre de Noëlla, créatrice de Sneakers & Go. Dans cet épisode, ça va être l'occasion pour vous de voir la réalité de son métier lorsqu'elle accompagne les clients et aussi de voir les aspects liés à l'entrepreneuriat dans son showroom. Donc venez avec moi, on va aller à sa rencontre. Noëlla, bonjour. Bonjour, Ça va, tu vas bien? Ça va super, et toi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sneakers & Go, s'il te plaît? Donc Sneakers & Go, c'est un service de location de sneakers, principalement pour les professionnels de la mode. Essentiellement pour shooting photo, clips vidéo, interviews, émissions de télé. Là, actuellement, il y a un shooting qui est en train de se faire juste derrière nous. Là, il faut savoir qu'on est vraiment au cœur du métier de Noëlla qui accompagne donc les professionnels. Maintenant qu'on est en petit comité, à l'abri des Avec grand plaisir. personnes, notamment tes expériences, ton parcours, ton CV dans les grandes lignes. Donc j'ai fait un BTS commerce international. J'ai fait ensuite une licence marketing achat et ensuite j'ai suivi sur un master achat. Pendant mes 3 dernières années d'études, donc licence, master 1, master 2, j'étais en alternance dans un grand groupe automobile. Et en parallèle, j'ai déjà commencé mon projet en fin de licence. Mon master 1, mon master 2. Et j'ai également travaillé en fait pendant 1 an après mes études dans ce grand groupe. Et ça fait quelques mois que j'ai décidé de complètement arrêter mon contrat pour me consacrer à 100% dans Sneakers & Go. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? De travailler dans le grand groupe? Oui, et la scolarité, du coup, le fait de faire un BTS commerce international, Mhm. une licence qui Ouais. n'est pas forcément liée à la mode, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ton business? J'étais en stage à New York pendant 3 mois, pendant mon BTS commerce international. Et j'étais dans un petit groupe, donc ils m'ont vraiment mis en immersion dans le monde de la start-up, dans le monde de la mode. C'est un stage qui m'a vraiment fait changer, qui m'a fait évoluer d'un point de vue professionnel et personnel. Et Sur quel aspect, si je peux me permettre? le côté où je voulais faire un test dans une grande entreprise et dans une petite structure, et j'ai vu l'ambiance qui était différente, donc la responsabilité qu'on pouvait te donner, le poids que tu avais réellement, même en étant stagiaire uniquement pour 3 mois. J'ai vu que j'étais une force de proposition, que les gérants ils acceptaient totalement ce que je pouvais dire, et en plus de ça, je collais à la mode, la mode qui est une de mes passions premières. Donc à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée à Paris, ça a commencé à tourner dans ma tête. Et donc après, le fait d'être en études, ce qui m'a permis d'avancer dans Sneakers & Go, c'est vraiment l'accompagnement que j'ai pu avoir de mes profs, donc en posant des questions, et même avec mes camarades de classe, qui m'ont énormément conseillé, aidé, posé plein de questions pour que j'arrive à structurer finalement le business model de Sneakers & Go, et qui m'ont challengé en tout cas. Ils m'ont challengé sur les questions. Ils m'ont dit ouais, mais pour qui, pourquoi, mais si jamais on vole les paires, etc. Et à chaque fois que je rentrais, du coup, ça me permet de rebosser à fond dessus. Mes profs aussi qui me suivaient d'un point de vue droit, compta, conseil. Et puis la structure, clairement. Comment on arrive à créer un système de location de sneakers en étant à la fois étudiante, en apprentissage? En fait, c'est venu grave perso. Ça veut dire que je regardais moi toutes mes paires et à chaque fois, en fait, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la mode, etc. Je me créais des tenues. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop juste avoir une paire rouge, le temps d'un flow, parce que justement, je suis étudiante, donc moi, j'ai cette barrière financière qui me dit, les paires, elles sortent tout le temps, elles deviennent de plus en plus chères. Moi, je peux pas les acheter tout le temps et quelquefois, j'en aurais juste besoin pour une seule tenue, pour une soirée. Et je me dis, mais pourquoi pas créer un service de location de sneakers? Ça peut être genre terrible en fait, à titre personnel. Très vite, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur internet et tout ça, machin, tu vois, putain, il n'y a rien qui se fait et tout. Et je me suis lancée pour en fait créer mon propre service de location de sneakers parce que je me dis que je serais ma propre cliente. Finalement, de fil en aiguille, quand j'ai commencé un peu à construire l'offre, à construire un peu le design, trouver le nom et tout, j'ai eu un premier client et ce premier client-là, c'est le styliste d'un artiste. Après avoir discuté avec lui, essayé de comprendre ses besoins, il m'a très vite éclairé sur le fait que, ouais, mais en fait, moi, dans le stylisme, dans mon travail, j'ai besoin d'un service pareil. Parce que je vais habiller des artistes, ils n'ont pas forcément les baskets, au pire, quelquefois, c'est même pas leur style, donc on n'a pas besoin de les acheter et c'est juste pour la DA d'un clip. Quand il m'a dit ça, ça a fait tilt.
Et je suis revenue, parce que moi, ma communication, c'était pour les particuliers, pour les professionnels, vous pouvez louer des baskets à n'importe quel prix, tout type de basket. Quand il vient vers moi, et que du coup, on a eu l'occasion de discuter quand même, il me dit, ouais, non, moi j'en ai besoin. Et puis en plus, il a pris une paire de luxe. Donc c'était aussi axé vers un certain type, finalement, de basket. Et je me dis, bah, en fait, il y a un vrai truc à faire. Donc très vite, je suis rentrée chez moi. Boum, j'ai tout bossé. Et là, je me suis axée sur. Je me souviens, j'ai une page Instagram. J'ai tout changé. Je pense que ma description changeait genre toutes les semaines. Avec le nouveau prix, le nouveau logo. Tout le temps, je rechangeais. Jusqu'à ce que quand il m'a éclairé, parce que ça a été mon premier client qui a vraiment payé et qui avait donc une cible particulière qui était les artistes pour le professionnel, pour une certaine catégorie de basket, je me dis, bon, bah, je pense que c'est ça. Et donc, j'ai tout rebougé. Et après, là, de fil en aiguille, bah, c'est allé dans ce sens-là pour les professionnels de la mode. Vers qui on se tourne dès lors qu'on a un service comme ça à proposer? Bah, il y a deux cibles évidentes, clairement. C'est les personnes qui vont avoir un besoin pour l'audiovisuel et pour le côté mode. C'est-à-dire qu'on a d'une part quand même les designers, les créateurs de marques qui auront besoin de faire des shootings photos pour mettre en avant leur tenue. Et à côté, bah, que ce soit les stylistes ou les artistes eux-mêmes pour leur contenu sur YouTube, leurs clips vidéo, leurs shootings photos, leurs événements où ils ont besoin en fait d'avoir une image claire, nette et stylée. C'est la raison pour laquelle on a vu beaucoup de collaborations de Sneakers Go avec des artistes musicaux. Exactement, exactement, parce qu'il y a ce côté où eux, c'est quand même éphémère, tu vois, le clip dure 3 minutes sur YouTube, certes, tu peux avoir 4-5 jours de tournage, mais en fait, on a besoin d'être stylé à l'image, ce qu'on voit aujourd'hui, même avec enfin, la croissance des réseaux sociaux, notamment Instagram, où on est beaucoup porté sur l'image. À côté, maintenant, les marques de vêtements, elles vendent aussi énormément sur les réseaux sociaux, en tout cas via les réseaux sociaux. Il faut pas mal de contenu. Et en plus de ça, tu vois, tout ce qui a été rajouté avec le confinement, etc., euh, tout s'est très centralisé sur le numérique. Donc, il y a eu une grosse explosion et une grosse demande. Je me permets de rebondir, du coup en prenant l'exemple de Masca, Oui, avec lequel tu as collaboré, exactement. comment on en vient à travailler à Masca? Bah, en fait, j'ai été approchée en fait, par son styliste qui avait des besoins de sneakers parce que justement, il y avait la pochette d'album qu'il a sorti récemment qui est super intéressante et c'était une très très bonne expérience. Tu as dit que tu étais seul quand tu as commencé. Ouais, Maintenant, dans ta structure, malgré le fait que maintenant tu aies cette visibilité et que tu touches à tout, tu t'es quand même entouré, je suppose? ouais, ça fait quelques mois maintenant, donc depuis janvier 2021 qu'on est trois officiellement. Donc j'ai Julien Sardin qui s'occupe de la partie communication marketing et Rodrigue Aléginès qui s'occupe de la partie compta et commerciale. Ok. Pourquoi s'être entouré du coup d'associés? Bah, parce qu'à un moment, en fait, il y a des grandes limites. Et puis, c'était aussi pour la croissance de Sneakers Go. Parce qu'au début, comme je te disais, je l'ai fait quand j'étais étudiante. C'était une activité vraiment à côté, finalement, des cours, de mon travail du week-end. Et là, maintenant que plus j'ai grandi, plus j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin aussi dans le monde, donc dans le monde de la mode, en tout cas parisien, je me suis dit, bah, pourquoi pas vraiment mettre une croissance dans ce service-là. Donc, le côté de m'entourer de compétences fortes. Donc le côté marketing, parce qu'on est en place vraiment sur Internet et que c'est super important. Côté commercial aussi, pour aller chercher des nouveaux clients. Et le côté financier, parce que c'est une obligation dans une entreprise. Donc c'était essentiel finalement d'avancer en groupe. Et c'est beaucoup mieux d'avoir trois cerveaux plutôt que d'un. Donc c'est vraiment un peu l'intelligence collective, comme on peut dire, qui te permet d'avancer et de mettre en avant tout le potentiel d'un service comme celui-ci. Donc tu nous as dit que tu avais décidé d'inclure de nouveaux associés dans le projet Sneakers Go pour répondre à tes limites. Quelles ont été du coup tes limites au préalable? Bah, d'une part, en termes de limites, c'était vraiment toutes les compétences. C'est-à-dire que certes, j'ai fait des études qui pouvaient englober toutes les compétences qu'on peut trouver dans le droit, la comptabilité, le marketing. Mais en fait, plus tu grossis, plus tu comprends qu'il faut savoir être spécialisé dans un certain domaine et que tu ne peux pas tout gérer. Moi, par exemple, fin décembre, j'avais pas mal de nouveaux clients, j'avais pas mal de visibilité, je prenais encore plus en visibilité. Et seule à gérer tous les pôles, c'était plus possible. Donc en fait, c'était vraiment l'aspect de se dire, la limite, c'est que seule, même si je connais un petit peu de toutes les compétences, je ne suis pas experte dans toutes ces compétences-là.
Donc j'ai des freins, je ne pouvais pas aller peut-être plus loin dans le marketing, je ne pouvais pas aller plus loin dans la comptabilité, dans le côté finance, dans le côté commercial. Et ça, c'était vraiment finalement des freins qui pouvaient même se transformer en obstacles en fait à certains moments. Parce que quand voilà, tu vas avoir des nouveaux clients, tu ne peux pas faire une nouvelle offre commerciale très rapidement. L'offre commerciale, elle ne va pas être au top, alors que tu es en croissance, tu es en évolution. Après 3 ans de business, on ne peut plus en fait garder les mêmes, par exemple, tarifications qu'au début, parce qu'au début, il y avait des choses que je contrôlais, enfin que j'ignorais, parce que je le faisais vraiment en passion. Je faisais pas forcément ce business pour gagner de l'argent, bah pas du tout même d'ailleurs au début. Maintenant qu'on a vu en amont donc la présentation de ton concept, de ta personne et de tout ce que cela entraîne, de cette barrière simple, est-ce que tu aurais un conseil à un potentiel entrepreneur qui veut se lancer dans le monde de la mode? Alors dans le monde de la mode, moi personnellement, j'ai pas fait d'études. C'est vraiment ma passion qui m'a drivé. Donc moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de suivre sa passion et d'y aller à fond, même si voilà, il n'y a pas d'études, même s'il n'y a pas forcément de sensibilité, par exemple, que ce soit sur les défilés de mode, etc. On peut apprendre après sur le tas parce que c'est quelque chose qui est clairement accessible. La seule chose qu'il faut faire, c'est suivre sa passion. Et je dirais même ça pour tout type. Voilà, moi j'adore la mode, mais il y en a qui vont adorer le sport, il y en a qui vont adorer les médias, la nourriture, etc. Donc il faut vraiment suivre quelque chose qu'on ne peut, enfin, pour lequel on ne peut pas se lasser. Donc c'est l'aspect mental en fait qui est important derrière. En soi, peu importe que tu fasses de la mode ou que tu sois dans l'industriel, etc. La hargne et la passion, la mentalité que tu vas mettre dans ton travail au quotidien, c'est Ouais, important. ouais, pour moi, je crois que c'est vraiment le côté mentalité, le côté passion, en fait, qui va complètement te driver, en fait. Et genre, en fait, tu as juste à te dire, ouais, tous les jours, je peux me dire que je vais faire cette chose-là. Moi, je vais parler pour mon cas, par exemple, pour les baskets. Je me lasse pas de regarder des baskets. Genre, quand je vais dans la rue, je regarde les pieds de tout le monde. Je me dis, ok, ouais, cette paire, ouais, mais en fait, machin, tu vois. Genre, je suis vraiment, en fait, dans le délire où je me lasse pas et je pense que je dois rendre fou tout le monde de mon côté, que ce soit ma famille, ma mère et tout, je lui parle de père, même elle maintenant elle connaît des modèles, elle me pose des questions. En fait, c'est vraiment ce côté où bah, genre, je me lasse pas du tout de faire ce que j'aime et ce qui est en train de me driver. Donc, c'est la mentalité que j'ai pu acquérir au fur et à mesure que je construisais mon projet. Parce qu'il y a le côté, ok, passion, mais il y a les côtés extérieurs qui vont quelquefois un peu te démotiver à dire oui, mais en fait, c'est pas quelque chose de viable. Oui, mais en fait, qui va louer des baskets, etc. Ou est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il y aura vraiment des clients sur le temps? Est-ce que c'est pas juste un effet de mode? Et comment on se forme à avoir cette mentalité, Bah, selon toi? ouais, selon moi, honnêtement, j'ai lu énormément de livres. J'ai écouté et regardé pas mal de podcasts qui m'ont motivée. Je me suis beaucoup inspirée des sportifs qui ont une mentalité d'acier. Donc, notamment les footballeurs, les basketteurs, que ce soit Ronaldo, Kobe. Et en fait, c'est vraiment ce côté où ils ont beaucoup à apprendre par rapport à leur expérience. Pour moi, ce qu'il faut et comment se forger une mentalité, c'est apprendre des expériences des autres, que ce soit de leur échec ou de leur réussite, mais énormément de leur échec, parce que c'est à travers leur échec que toi, tu ne vas pas reproduire les mêmes de ton côté et que tu vas savoir te forger très vite. Et en fait, c'est des personnes qui vont t'inspirer. Pour moi, il faut toujours chercher, pas à copier les gens, mais à être inspiré par eux. C'est-à-dire que pour moi, l'inspiration, c'est ils ont, et en tout cas, ils reflètent une certaine image parce qu'ils ont atteint certains buts dans leur vie ou atteint certains objectifs. Et toi, en fait, tu te les appropries pour les créer à ta sauce, à ta manière et pour toi. Donc, tu vas créer des objectifs qui sont propres à toi. Tu vas vraiment aller vers une direction qui t'appartient et tu vas te créer, en fait, ta propre mentalité. Si tu avais un outil à présenter ou à conseiller aux futurs entrepreneurs, Bah, ce serait clairement par rapport à notre génération et à toutes les générations d'au-dessus, Instagram. Instagram m'a beaucoup aidé parce qu'il y a pas mal de comptes qui te motivent. Tu peux suivre en fait des personnes inspirantes, tu peux suivre, je sais pas, des auteurs, des artistes. Tu peux suivre en fait un panel de personnes dans une seule application où tu auras que ce soit des messages de motivation, des trucs d'affirmation, des exemples, des comment faire pour atteindre tel objectif. Par exemple, si tu regardes des trucs de mindset, si tu regardes aussi des petites vidéos de, je sais pas, de sportifs ou de motivation, bah, c'est un seul outil qui va te permettre en fait d'avoir, enfin de mettre toutes les cordes à ton arc pour réussir et pour avoir tout en un. Parce que tu peux aller lire, tu peux aller regarder des podcasts, tu peux regarder des films, tu peux parler avec des gens plus anciens, tu peux aller à la recherche de plein de gens.
Mais en fait, moi, c'est vraiment Instagram qui m'a aidée. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'état d'esprit de la réussite, d'avoir une mentalité assez forte et importante dans la réussite du business, mais aussi du développement personnel, j'ai unfollow 90% des choses que je follow et avant, que je suivais avant, que je suivais avant. Et j'ai commencé à suivre en fait des comptes qui mettaient du plomb dans ma tête, clairement. Donc ça m'a motivée et du coup je regardais par exemple mon feed. Maintenant mon feed, il n'y avait que des textes, il n'y avait que des petites phrases type en mode tu peux réussir ou ne lâche rien. Boum, je désactivais mon application et je me mettais en action super rapidement. Donc Instagram, je pense que c'est un très très bon outil. Je reviens sur ce que tu disais. Ouais, Donc, tu as écouté pas mal de podcasts, tu as lu des livres aussi. ouais. Est-ce que tu aurais un livre à nous citer? Bah, j'ai un livre qui m'a vraiment fait passer du côté salariat à entrepreneur, genre très sérieusement. Donc, ça a été le déclic de la création de Sneakers Co. en fin 2017, en juin 2017 d'ailleurs. Donc, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et pour quelle raison du coup? Parce qu'en fait, dans ce livre-là, il t'explique très simplement actif, passif. Je vais le faire comme ça parce qu'il te parle en fait vraiment de l'aspect financier. Robert Kiyosaki, il a quand même une écriture qui est très axée sur l'économique, le financier, ce qui se passe en fait dans le monde, poursuite de la richesse entre grands guillemets. En tout cas, l'établissement pour soi de choisir son camp. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il te met en perspective les actifs et les passifs. Donc les actifs, ça va être des choses qui vont mettre de l'argent dans ta poche et les passifs, c'est les choses qui vont enlever de l'argent de ta poche. Et en fait, j'étais arrivée à une transition aussi, j'étais étudiante, je commençais à passer un cap, j'ai fait 1 an d'alternance, je me dis mais où est tout mon argent? J'ai pas acheté de voiture, etc. Je sais que dans l'année, j'avais gagné tant d'euros et qu'en fait, à la fin, je m'étais retrouvée avec pas énormément d'euros dans mes comptes, etc. Et je me suis posé énormément de questions. Et ce livre-là, en fait, il m'a fait comprendre qu'il y a un côté où tu peux avoir la liberté financière et de l'autre côté où tu es quand même prisonnier de l'aspect financier. Donc il te met en perspective l'actif et le passif. L'actif, c'est quelque chose qui va te mettre de l'argent dans la poche. Le passif, c'est quelque chose qui va enlever de l'argent de ta poche. Et moi, après m'être fait une conclusion fin d'année, première année d'alternance, je savais que j'avais gagné tant d'euros. Et à la lecture de ce livre-là, je me suis juste dit, ah ok, donc l'actif, il te met vraiment en avant le côté, il y a une voiture. Tu vois, si toi, tu as une voiture, ça peut être un actif ou un passif. Il t'explique pourquoi. Ta voiture peut être un passif parce que si tu l'achètes juste pour rouler avec, il y aura des dépenses, la réparation, l'essence que tu vas mettre et l'argent va juste partir et ne va jamais rentrer dans ta poche. Si ta voiture, c'est maintenant une voiture de location que soit tu vas mettre en location ou que tu vas faire le taxi, bah, ça va être une dépense mais qui va te mettre de l'argent dans la poche. Donc après la lecture de ce livre-là, ça a complètement fait tourner mon mindset et un peu mon esprit en me disant ok, donc pendant 1 an, j'ai vu que je dépensais mon argent que dans du passif finalement. Et que, bah, à la continuité, j'ai regardé un peu ma chambre, parce qu'il te met un peu des conseils un peu dans ce livre-là, en mode, essaye de transformer tes passifs en actifs, comment tu ferais? Il pose des questions à chaque fin de chapitre. Exactement. Exact. Il te pose des questions, donc toi, ça te fait poser, limite, il dit écris aussi à côté. Donc c'est vraiment un apprentissage, toi, c'est comme si le mec était là avec toi et qui t'apprenait à passer d'un problème financier à une liberté financière. Et du coup, je regarde autour de ma chambre, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'avais pas mal de baskets, j'avais pas mal de sapes. Il dit dans le livre, si ton passif, tu peux le transformer en actif, t'es gagnant. Et tout passif peut se transformer en actif. Donc, j'ai commencé à tester. Je me dis, bon, pourquoi pas faire un service de location de vêtements? J'ai regardé sur Internet, j'ai vu que ça se faisait. Bon, bah, j'ai pas envie de me mettre dans un marché où tout le monde est. Si c'est pas intéressant, il n'y a pas forcément de plus-value. J'ai regardé mon autre passif, parce que c'est quand même de l'argent dans ces paires de baskets. Toutes les boîtes, je les portais pas. Et je me dis, moi, je peux le transformer en actif. Et c'est là, en fait, où m'est venue la transformation en location, en fait, mes sneakers en location. Et là, je me suis dit, bon, bah, voilà. Il m'a poussé à aller vers un chemin de liberté financière qui m'a tout le temps là drivé jusqu'à aujourd'hui continue de me driver. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. On est présent @sneakers&go. C'était Street Mentality Business et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.